Donc, dans le cadre de notre projet de développement de la filière des poules africaines, nous vous avons promis une série de plusieurs vidéos au cours desquelles nous allons aller à la rencontre des éleveurs qui sont dans notre programme et nous allons vous présenter ce qu'ils font au quotidien. C'est tout simplement extraordinaire. Et aujourd'hui, nous sommes à la rencontre de Monsieur Fosso, qui est un éleveur vraiment très vaillant, qui va nous présenter aujourd'hui ce qu'il fait. Je vous emmène dans cette incroyable aventure. Donc là, nous sommes dans sa ferme. Bonjour, Monsieur Fosso. Bonjour, Dominique. J'espère que vous allez bien. Donc, est-ce que d'entrée de jeu, vous pouvez déjà nous décrire ce que vous faites, vraiment de façon globale? Qu'est-ce que vous faites? Merci déjà pour la visite. Et de façon globale, nos activités s'articulent autour, nous chauffons les poussins, nous les élevons, puis quand ils atteignent la maturité, on les met en cage et on exploite également les œufs que nous livrons à la société pour l'incubation. D'accord, super. Donc, je pense que notre aventure a débuté, ça fait exactement 9 mois et demi, c'est ça? Exactement. Oui, vous avez pris combien de poussins à la base pour débuter? Au départ, nous avons pris 200 poussins. Bon, c'était une première expérience. Donc, nous, on a, n'est-ce pas, suivi toutes les étapes. Et on a réussi à la fin à avoir au total environ 160 adultes qui ont survécu. Qui sont oui, derrière nous. Voilà, parmi lesquels 70 poules. D'accord. Donc, les 70 poules, actuellement, c'est celles qui sont en reproduction, qui nous donnent des œufs chaque semaine, n'est-ce pas? Les 70 poules, on est à peu près quelle production d'œufs hebdomadaire? Bon, actuellement, nous avons 200 œufs en moyenne chaque semaine. Chaque semaine. Ouais. D'accord, super. Donc, ensuite, vous avez pris une deuxième bande de poules. Oui. Avec un écart de combien de mois et pourquoi? Bon, à l'écart, comme on a fait une formation quand même initiale pour comprendre ce qui se passe, donc tous les 4 mois, on va prendre une bande comme ça, parce qu'on nous a démontré que la ponte est bonne pendant environ 6 mois, à partir du 6e mois. Après le 6e mois, il faut s'attendre à tout moment que dès que la ponte chute, on doit, n'est-ce pas, remplacer les poules et envoyer maintenant et utiliser maintenant les anciens comme pour la chair. Bon, pour ne pas interrompre, on s'apprête pour que, avant que ces 6 mois de ponte ne s'épuisent, qu'on ait déjà la prochaine bande en ponte. Donc, dès qu'on commence à livrer les œufs, que ce soit continu, que ce soit chaque semaine sans jamais s'interrompre. Voilà ça le principe. Super. Donc, on a vu, on pourra également le montrer, comment vous avez pu tenir justement ces poussins, les 200 poussins que vous avez pris à la base pendant les 6 mois, jusqu'à ce qu'ils entrent en reproduction. C'était vraiment quoi les différentes, les principales difficultés que vous avez rencontrées? Bon, les difficultés que nous avons rencontrées, c'était d'abord le chauffage. Bon, il fallait, nous on pensait qu'on devait chauffer avec le bois. Mais dès qu'on nous a, n'est-ce pas, expliqué qu'on pouvait chauffer avec les ampoules de 75 watts, c'était formidable. Et en plus, on nous a montré les caisses moto. Les caisses où on livre les motos, ce sont vraiment des instruments accessibles et faciles à utiliser pour le chauffage. Donc, et le prix est également très abordable par rapport à la fabrication. Donc, du coup, le chauffage ne nous a plus posé de problème parce que il fallait seulement avoir le courant. Et nous avions également prévu des lampes tempête. Parce que, comme chez nous, il y a souvent les coupures de courant. Mais heureusement, nous, on n'en a pas eu pendant. Surtout que chez moi, j'ai un groupe électrogène. Dès qu'il y a coupure, ça reprend. Mais bon, à partir de 22 h, on éteint. Donc, si à 22 h, il n'y a pas le courant, on ne s'est obligé d'allumer les lampes tempête pendant le chauffage. Donc, c'est tout ce qu'on a eu comme problème. Il n'y a pas eu grand-chose. D'accord. Ici, j'aimerais qu'on parle un peu de l'aspect de la prophylaxie. Je pense que on est habitué avec l'élevage conventionnel des poulets de chair et des poules pondeuses où on a vraiment une fiche prophylactique qu'on doit suivre tout au long de l'élevage avec plein de produits chimiques. Comment ça s'est passé ici avec cet élevage de poules africaines? Bon, ici, la prophylaxie est rigoureuse. Donc, elle commence déjà depuis la réception des poussins avec la vaccination. Donc, heureusement, dans notre programme, notre vaccination est incluse dans la livraison des poussins. Et ensuite, après 21 jours, nous partons récupérer
La deuxième dose, toujours dans le programme. Dans le programme. Pour faire la vaccination, la deuxième vaccination sur place. Donc ça, c'est la vaccination. Maintenant, l'antibioprophylaxie que nous utilisons, c'est essentiellement basé sur les plantes. Donc nous utilisons le moringa. Donc chaque mois, on donne 3 jours de moringa, 3 jours de ail, 3 jours de ndolé, 3 jours de thym, et ça tous les mois et dans un cycle bien précis. Donc il y a le mode d'utilisation que on a donné et qu'on a mis sur une fiche, et c'est ce qu'on applique pour la prévention microbiologique. Bon, maintenant par rapport à l'hygiène, puisque nous élevons en cage, parce que déjà le chauffage puis la croissance est en cage. Donc, ce qui fait que nous limitons autant que possible le contact de la litière avec les pieds. Donc, tout ce qu'il nous faut, c'est de s'assurer que les mains sont correctement nettoyées avant de manipuler les aliments, avant de manipuler la litière. Parce que nous travaillons en cage, donc on n'a pas accès à la litière directement. Avec les pieds, quoi. Avec les pieds. Donc, ce qui fait que, du coup, la contamination de la litière est presque nulle. Donc, en tant que professionnel de la santé, est-ce que vous pouvez nous parler de façon brève de l'incidence ou bien des bienfaits ou du bienfait de cet élevage qui est absent d'antibiotiques chimiques? Est-ce que vous pouvez nous parler du bienfait justement de cela sur la santé humaine? Ça c'est une question extrêmement importante. Et j'aimerais, avant de reprendre la question, insister sur un aspect. Depuis longtemps, j'avais été, n'est-ce pas, effrayé parce que j'avais peur des odeurs. Mais du coup, quand j'ai appris que l'élevage en cage peut se faire et ne pas verser l'eau sur la litière, du coup, j'ai compris qu'on peut le faire même en zone urbaine sans avoir peur des odeurs, puisqu'il n'y a aucune odeur. Et tant que l'eau ne se verse pas sur la litière, il n'y a pas d'odeur. Donc, c'est comme si c'était une maison d'habitation. On peut vivre avec les poules en les nourrissant sans compter la litière. Bon, et par rapport à la question, c'est important parce que lorsque les poules sont nourries, sont traitées avec des antibiotiques conventionnels, on s'expose à l'antibiorésistance. Donc, chaque fois qu'on consomme une viande qui contient des antibiotiques et qu'on n'a pas observé au moins 2 semaines avant d'abattre, on prend les faibles doses d'antibiotiques et c'est là une des causes principales de l'antibiorésistance. Qui entraîne quoi comme maladie? Qui entraîne la résistance microbienne. Parce que d'après l'Organisation mondiale de la santé, si on ne combat pas l'antibiorésistance, ça sera la première cause de mortalité d'ici 30 ans. Et la contamination des animaux qu'on abat sans observer le vide, c'est l'un des principaux facteurs des risques de cette antibiorésistance. Donc, en faisant ce genre d'élevage, j'ai également en tête de contribuer à lutter contre l'antibiorésistance. Donc, si je comprends bien, vous nous expliquez en fait que lorsque les poules reçoivent des antibiotiques, il faut observer une période de rémanence de combien de semaines? De 2 semaines au moins. 2 semaines minimum. Avant d'abattre. Bon, on est quand même clair que la plupart des élevages de poulets de chair ne respectent pas ces 2 semaines. Pas du tout. Voilà. Donc ici, on a de la viande qui est consommée, mais les poules peuvent faire 2 à 3 mois sans recevoir d'antibiotiques. Ce qui fait en sorte que c'est de la viande vraiment saine, de bonne qualité. Oui, et c'est une viande bien faite. Parce que les poulets de chair sont encore des poussins. Quand vous voyez les poulets de chair de 2 kg à 30 jours, sont des poussins. Quand vous croquez la viande, ça n'a pas le goût du poulet. En effet. Ce n'est pas bon dans la bouche. D'ailleurs même, les gens sérieux ne consomment pas les poulets de chair de cette façon-là. Les gens sérieux souvent prennent la chair, ils le reforment eux-mêmes. Jusqu'à 60 jours. Pendant au moins 2 mois avant de consommer. Comme ça, la chair s'améliore un peu. Or, avec notre programme, on n'a pas le même problème. Parce que à 4 mois que nous abattons nos chairs, ces gens sont déjà des adultes. Et la chair est déjà très bonne. Et en plus, nous n'avions plus d'antibiotiques. Parce que dès qu'on finit la période de poussin avec des antibiotiques naturels, on n'a plus d'antibiotiques. On n'utilise pas d'antibiotiques.
On peut vraiment l'appeler élevage bio, quoi. C'est l'élevage bio. C'est à l'état naturel. Nous, on les donne les herbes aussi. Hein. On peut voir un peu quelques... Là, on a des feuilles de ndolé, on peut voir un peu. Oui, donc, vous pouvez prendre. Oui, ça, c'est le... Donc, nous passons des commandes dans les villages. Pourquoi on nous produit du ndolé naturel? Voici le ndolé naturel. Ce ndolé naturel, comme ça, vient de Bafoussam. Vous voyez, donc, on les commande. Du coup, on aide les... Du coup, nous aidons les femmes rurales à produire des petites plantes et à vil prix. Vous voyez, ça, c'est du ndolé naturel. Elles récoltent, elles sèchent, elles mettent en cette forme, elles nous expédient et nous leur donnons quelque chose. Donc, non seulement nous développons cette filière, mais nous accompagnons également les petits cultivateurs dans leur vie quotidienne avec les herbes. C'est une très bonne transformation, justement. Et au niveau de l'alimentation, je suppose que vous l'incorporez directement dans l'aliment et ça facilite le travail. Oui, super. Donc, est-ce que maintenant on peut parler un peu de ces cages au niveau de leur construction? On a été vraiment émerveillé par le fait que vous avez utilisé du matériau de récupération. Et comment ça s'est passé? C'était quoi on comprend peut-être que c'était un process de réduire au maximum l'investissement. Mais comment ça s'est passé, l'idée d'utiliser du bambou et tout ça? Oui, et déjà, je suis vraiment adepte de l'utilisation du matériel local. Donc, ça dit que chaque fois que je peux utiliser le matériel local pour une production, je n'hésite pas. Et en plus, vous voyez qu'avec le bambou de Chine, nous avons un matériau qui ne coûte pas grand-chose et qui permet, n'est-ce pas, aux petits producteurs de nous livrer à vil prix et d'aussi augmenter son niveau. Et du coup, nous construisons des cages aussi à vil prix. Donc, c'est un peu notre idée globale. Donc, nous utilisons le matériel local pour accompagner d'une part les producteurs et également gagner en prix pour la construction. Oui, parce qu'il est clair qu'au départ, c'était une très bonne idée de faire cet élevage en cage, mais quand on faisait des calculs sur papier, on se rendait compte qu'effectivement, le coût d'investissement était élevé, c'était énorme. Donc, est-ce que vous avez une idée, quand même, une fourchette de ce que vous avez pu dépenser pour mettre sur pied au moins ce niveau-ci? Oui, disons qu'une cage comme celle-ci, ça dit que pour une unité, quand on évalue, ça peut être autour de 3 000. 3 000 par cage. Par unité, oui. Par unité, ok, super. Oui. Donc, il suffira de compter le nombre de loges et de multiplier, oui. Ok, c'est excellent. Super. Donc, maintenant, au niveau de l'abreuvement et de l'alimentation, on a également vu que vous avez fait plein de recyclage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vous vient l'idée de recycler ces mangeoires et les abreuvoirs? Oui, du coup, quand nous avons constaté qu'on peut manger, que les poulets peuvent manger à l'extérieur, et que habituellement, à l'extérieur, les poules sont nourries dans des seaux. Alors, du coup, nous avons dit, si nous achetons les petits bidons de 5 litres, que les gens souvent salissent la nature avec. Et du recyclage aussi. Oui, c'est-à-dire les gens souvent mettent ça partout et nous ont dit, mais pourquoi ne pas récupérer? Donc, on a du coup rencontré des gens qui peuvent nous livrer et ils ont dit, mais c'est une bonne chose. Et nous, on les prend comme ça à 200 et on les coupe en deux. Et chaque côté peut nous servir soit d'abreuvoir, soit de mangeoire. Et du coup, c'est en plastique. Donc on peut facilement rincer. Et comme c'est à l'extérieur en général, ça ne salit même pas. Parce qu'on voit que les poules se nourrissent et s'abreuvent à l'extérieur à travers les trous. Donc, du coup, il n'y a pas de risque de déposer leur fiente dans les mangeoires ou dans les abreuvoirs. Ou de verser l'aliment. D'accord, super. On a parlé tout à l'heure de du contrat qu'on a eu justement pour les œufs. Comment ça se passe? Ça fait combien de semaines que vous avez commencé à produire des œufs? Et comment ça se passe la vente de ces œufs? Dites-nous un peu. Oui, donc ça fait déjà 4 mois que nous livrons les œufs. Et on a commencé au départ, la première semaine, c'était environ 30. Après, ça a grimpé jusqu'à atteindre les 210, 215 par semaine. Donc, du moins 190 à 215 par semaine.
Et les œufs se collectent de dimanche à vendredi. De dimanche à vendredi. Samedi matin. Non, samedi matin, on ne met pas les œufs de samedi dedans. D'accord. Donc, et on livre des œufs tous les samedis, tous les samedis matins. Oui. Mais les œufs de samedi ne sont pas inclus. Les œufs de samedi, c'est pour la semaine suivante. D'accord. Et tous les samedis matins, nous, on va livrer au laboratoire du programme. Pour pouvoir, oui. Oui, et chaque œuf que nous livrons, c'est à concurrence de 200. Mais seulement, ce sont les œufs uniquement fécondés. Qui sont payés. Qui sont payés. Exact. Donc, quand un œuf est blanc, on nous retourne. Donc, ça fait 200 œufs, ça peut faire à peu près... Donc, le taux de fécondité c'est autour de 80%. 80%. Oui. D'accord. Et vous êtes payé pour les 200 œufs cash ou bien c'est en 50% d'abord et... Non, on est payé cash la semaine suivante. D'accord. D'accord. Super. Donc, dès qu'on a miré, on a le pourcentage des œufs, on paye. Super, super. Donc, au niveau de l'alimentation, je pense que vous avez fait aussi l'élevage des poulets de chair. Est-ce qu'en termes du coût du sac, c'est beaucoup plus intéressant dans l'élevage des poules africaines ou est-ce que c'est plus coûteux? Comment ça se passe? Bon, disons que les poules africaines ne mangent pas beaucoup. Parce que les poulets de chair consomment énormément. Ils ne mangent pas beaucoup. Surtout vu leur poids aussi, les poulets de chair doivent beaucoup manger. Oui, les poulets de chair mangent beaucoup. Les poulets de viande ne mangent pas beaucoup. Donc ça, c'est le grand avantage, ils ne mangent pas beaucoup. Et le prix du sac vous revient à peu près à combien? 50 kg? Bon, disons qu'en moins 15 000. 15 000. Oui. Ah, c'est super. Super. Donc, je pense que vous êtes forcément aussi un très grand consommateur de cette viande. Est-ce que vous pouvez nous parler des aspects organoleptiques, du goût, de la couleur, de la tendreté de la chair? Comment ça se passe? Oh oui, disons que quand les gens ont l'habitude de consommer la poule du village, quand ils commencent à consommer la chair, ils se disent que quelque chose ne va pas. Et puis, ils n'aiment plus. Or, quand j'ai repris la consommation des poulets du village, le Jacques que je connaissais, j'ai commencé à dire, eh bien, on nous a trompé pendant longtemps. Ouais, parce qu'il y a pas mal. Oui, on nous a trompé pendant longtemps. Parce qu'à un moment, on dit que mais ce n'est plus la poule, c'est autre chose. Maintenant, j'ai retrouvé la vraie poule que l'on connaissait. La vraie saveur. La vraie saveur, la poule que l'on connaissait. Faudra nous inviter, on va faire une petite vidéo certainement dessus, où on pourra peut-être essayer de griller, de faire différentes recettes et de voir un peu comment ça se passe au niveau du goût. On pourra aussi faire découvrir aux autres. Non, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, ici, on cuit toutes les semaines, donc il n'y a aucun problème. Ah, super. Super. Donc, l'autre aspect que je voulais qu'on aborde, c'était vraiment l'aspect des mâles. Est-ce que vous pouvez donner, c'est vraiment quel le poids que vos mâles atteignent lorsqu'ils ont 4 mois? Ils sont à peu près à combien de kilos, les mâles? Parce qu'on a bien sûr dit que ce sont les mâles qu'on va abattre au 4e mois pour la consommation de la chair. Et c'est les femelles qu'on va conserver jusqu'à 6 mois pour qu'elles puissent produire des œufs. À 4 mois, vous pouvez avoir des mâles de combien de kilos? Oui, à 4 mois, nos mâles sont autour de 2,5 kg, 3 kg. 4 mois. Et à peu près, un mâle peut consommer combien de kilos pour atteindre ces 2,5 kilos en 4 mois? Bon, à partir de, bon, je n'ai pas évalué la totalité, mais à partir de 4 mois, c'est environ 100 à 110 grammes par jour. À partir de 4 mois. Oui. Mais on note quand même que lorsqu'ils sont les 2 premiers mois, ils sont encore tout petits, donc ils consomment pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Super. Donc, après avoir fait le tour de votre ferme, on aimerait savoir quelles sont vos perspectives pour le moyen et le long terme par rapport à cet élevage de poules africaines. Quelles sont vos ambitions? La première chose, ça sera vraiment de motiver les jeunes à, n'est-ce pas, constituer un grand réseau pour que ensemble, qu'on puisse, n'est-ce pas, je veux dire, lutter contre l'importation des poulets de chair qui, à la longue, nous créent beaucoup de problèmes de santé et qui également appauvrissent les éleveurs. Parce que vous voyez, les poulets de chair qu'on importe là, les éleveurs disent que ça meurt beaucoup. Beaucoup tombent en faillite. Alors qu'on peut développer une solution locale et intéresser beaucoup de jeunes à ce secteur-là. Et vous voyez qu'en même temps, ça développe beaucoup d'autres secteurs.
Donc, vous voyez, ça développe l'agriculture, les gens peuvent, ça, ça développe les engrais qu'on peut facilement utiliser pour soutenir les petits cultivateurs. Et ça peut motiver la création des petites unités de prébenderie avec la production locale de certaines plantes comme les plantes même pour la nutrition, même pour les plantes médicinales comme le moringa, comme le ail, etc. Et la production des petits animaux comme les vers de terre, les asticots, voire les cancrelats, etc. Parce que ce sont les animaux qu'on a chez nous. Et les gens peuvent créer des petits emplois en valorisant, n'est-ce pas, ces petits éléments associés. Donc comme on disait, la perspective, c'est de motiver le maximum de jeunes à intégrer le secteur et de motiver les gens à rentrer dans des secteurs associés comme l'élevage des asticots, l'élevage des vers de terre, la culture des moringas, la culture de maïs, la culture de soja, des pois cajan, etc. Donc, voilà un peu la vision, puisque tout le monde vit dans la culture. Tout le monde. Il n'y a personne dans le monde qui vit sans agriculture. Soit tu es consommateur, soit tu es producteur. Tout le monde consomme. Tout le monde. Donc, si on accentue tous les leviers dans tous les secteurs, on va créer suffisamment d'emplois et on va réduire le chômage. Et la qualité de vie aussi. Et la qualité de vie. Et surtout la santé. Parce que quand on se nourrit correctement avec les aliments contrôlés, avec la volaille contrôlée, on est à l'abri de beaucoup de problèmes comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. Super. Donc là, on est rendu au terme de notre émission, de notre documentaire. C'était un réel plaisir parce que M. Fosso nous a ouvert les portes de sa ferme pour vous permettre de découvrir ensemble, découvrir avec nous ce qu'il fait au quotidien. C'est tout simplement extraordinaire. Et on va ainsi inviter toutes les personnes qui sont intéressées de près ou de loin par l'aviculture à se lancer dans cet élevage de poules africaines. C'est une aventure très, très intéressante qui regorge encore de plein de surprises. Et nous sommes là. On fera un prochain épisode pour parler peut-être de l'élevage des poules africaines, mais chez un autre producteur qui le fait au sol, n'est-ce pas? Et on verra ensemble de nouvelles choses. Donc, rendez-vous dans le prochain épisode. Une fois de plus, merci à M. Fosso de nous avoir accueillis chez lui. Moi, je vous remercie.